Bonjour, bonjour. Voici donc le cours du lundi 18 mai. Pardon? Ça marche là? Vous buguez un peu, genre la connexion n'est pas très bien. Ouais, mais je peux pas malheureusement faire mieux. Là, j'ai ma connexion la plus rapide qui normalement marche bien. Bon. Et donc maintenant, on va démarrer avec ça, avec ma feuille. Ok, donc je vous ai envoyé le cours. Comme je le disais avant que tu arrives, Théo, souvent, j'arrive pas à terminer le programme avec le magnétisme, mais cette année, j'arrive un petit peu. Parce qu'on a parlé de champ électrique beaucoup, mais de champ magnétique, on n'a jamais parlé. Donc j'aimerais vous enseigner un certain nombre de choses de base sur le champ magnétique. Ok ? Donc on va faire une introduction historique sur le champ magnétique, ensuite regarder la très fameuse expérience d'Ørsted, qui est une expérience qui a mis en lumière pour la première fois le champ magnétique tel qu'il est créé par un courant. Et puis ensuite on va regarder la force de Laplace, qui est la force exercée sur un courant par un champ magnétique. Okay. Alors d'abord, bon ça je ne vais pas vous lire le texte, ok. Ce que ça dit essentiellement, c'est que le nom magnétisme, il vient d'une région qui s'appelle la Magnésie, qui sauf erreur est en Grèce, je crois, la Magnésie. Je ne suis pas certain où ça se trouve, mais enfin en Grèce aussi ils ont trouvé, c'est un minerai naturel qui est de la magnétite. La magnétite c'est de l'oxyde de fer. Fe3O4, ok. Et ça, c'est une substance qui est présente à l'état naturel et qui est naturellement aimantée. Donc, les premières observations ont été faites avec des bouts de cailloux il y a longtemps, mais évidemment, on ne pouvait pas en tirer grand-chose. Au fil du temps, on a réussi à faire des aimants. Alors, comment est-ce que vous faites un aimant? Eh bien, vous prenez un morceau de fer doux, il faut que ce soit un élément, quelque chose d'aimantable. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous comprendrez plus tard comment ça marche pour créer un aimant. Vous prenez votre barre de fer, vous la mettez à l'intérieur d'une bobine et dans cette bobine, vous faites passer un courant électrique assez intense. Et l'effet de la bobine, ça va être de créer un champ magnétique à l'intérieur. Je vous expliquerai plus tard comment ça marche. Et ce champ magnétique va aligner les champs magnétiques des atomes. Et ces champs magnétiques des atomes vont rester alignés. Donc quand vous enlevez la bobine autour, quand vous enlevez le courant, il vous reste un aimant permanent. Okay. Donc dans l'aimant permanent, on a les champs magnétiques de chaque atome qui sont alignés, pour simplifier. Une manière de désaimanter un aimant, c'est assez intéressant. Est-ce que vous connaissez une manière de désaimanter un aimant? Comment vous feriez? Eh bien, vous le chauffez. Vous chauffez l'aimant, et quand vous aurez chauffé l'aimant suffisamment, l'agitation moléculaire va détruire cet ordre qu'il y a dans l'aimant, et vous allez perdre l'aimantation. D'accord? Donc les aimants, il faut... Pardon? On peut dire qu'on refroidit un aimant, c'est un super aimant, non? Ça dépend des aimants que tu as, mais il y a certains aimants qui peuvent devenir des super aimants en dessous d'une certaine température. Tu as des températures critiques comme ça. Maintenant, les super aimants, très honnêtement, je connais pas très bien. Ok? Maintenant, quand on a un aimant, on a un pôle nord, un pôle sud. Toujours. Le pôle nord, en général, il est marqué en rouge. Le pôle sud, il est marqué en noir. Ok? Et si on prend deux aimants et qu'on met deux pôles sud face à face, ils se repoussent. Ou deux pôles nord face à face, ils se repoussent. Alors que si on met un pôle nord à côté d'un pôle sud ou un pôle sud à côté d'un pôle nord, là il y a une attraction. Okay? Donc il y a des forces qui dépendent des pôles que vous mettez en présence. Sud-sud, nord-nord, ça se repousse. C'est un peu comme les charges électriques, mais on va voir que c'est en fait très différent des charges électriques. Et puis, quand vous mettez nord-sud ou sud-nord, eh ben, ça s'attire. C'est un peu comme les charges électriques de signe opposé. La grosse différence, j'en reparlerai après, c'est que ici, dans chaque aimant, vous avez un pôle nord et un pôle sud. Mais vous n'arrivez pas à isoler un pôle nord et un pôle sud. Si vous cassez cet aimant en deux, okay, vous le cassez, eh bien, dans les deux morceaux,
vous allez retrouver un pôle nord et un pôle sud dans chacun des morceaux. Ok? Donc vous ne pouvez pas isoler un pôle nord et un pôle sud, donc vous n'avez pas de charge magnétique au même sens qu'il y a une charge électrique. Bon. Le champ magnétique dont vous avez entendu parler depuis que vous êtes gamin, c'est le champ magnétique de la Terre. Okay? Alors là, vous avez une image de la Terre, vous avez ici une partie de l'Afrique, okay? Donc le pôle nord géographique, il est là en haut, et puis le pôle sud géographique, il est là en bas. D'accord? Alors il se trouve que le pôle nord géographique coïncide à peu près, mais pas tout à fait, coïncide avec un pôle sud magnétique. Pourquoi un pôle sud magnétique? Parce que si j'ai une boussole, supposons que je mets ici une boussole, je veux que cette boussole ait son aiguille nord qui se dirige vers le nord. Okay? Donc il faut que là, au nord géographique, on ait un pôle sud magnétique, de manière que l'aiguille nord de la boussole soit attirée par là, et l'aiguille sud de la boussole soit attirée là en bas. Okay? Donc sur Terre, le nord géographique correspond à un sud magnétique et le sud géographique correspond à un nord magnétique. Mais bon, c'est une question de convention simplement, de manière que la boussole s'oriente dans le bon sens. Maintenant, vous allez me poser une question qui est assez naturelle. C'est quoi la question qui vous vient naturellement quand vous voyez cette image? Une bonne question en physique, c'est toujours pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un champ magnétique autour de la Terre? Il y a un champ magnétique qui est important, qui est d'autant plus important qu'il nous protège des rayons cosmiques. Donc quand il y a des rayons cosmiques qui arrivent, s'ils sont chargés, etc., ils sont déviés par le champ magnétique. Et donc notre champ magnétique est une protection importante qui existe autour de la Terre. Alors pourquoi est-ce qu'on a un champ magnétique? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure sans être très précis, un champ magnétique, il est dû à un courant. Et en fait, il se trouve qu'au centre de la Terre, on a des courants de matière, parce que cette matière qui est dans le centre ici, elle est fluide, elle n'est pas solide. Le centre de la Terre, c'est tellement chaud que c'est du magma, c'est quelque chose qui n'est pas solide, qui peut bouger. Et pourquoi est-ce que ça bouge? Eh bien, ça bouge parce qu'il y a des différences de température. Au centre de la Terre, la température est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Donc les masses de matière qui arrivent vers le centre, elles vont se réchauffer. Étant réchauffées, elles vont remonter à la surface pour se refroidir. Et ensuite, elles vont redescendre quand elles seront froides. Donc on a des cycles, des circulations de matière à l'intérieur de la Terre. Cette matière est en partie chargée, donc on a des circulations de charge électrique. Des circulations de charge électrique, c'est des courants. Et des courants qui circulent en boucle, ça crée des champs magnétiques. Okay? D'ailleurs, ces mouvements à l'intérieur de la Terre, vous en avez une conséquence à la surface qui est la dérive des continents. Si les continents dérivent à la surface de la Terre, c'est parce qu'à l'intérieur de la Terre, le magma bouge et la croûte terrestre qui fait environ 100 km d'épaisseur, c'est rien du tout la croûte terrestre par rapport au diamètre de la Terre, eh bien cette croûte terrestre, elle flotte sur ce magma en fusion. Et évidemment, si le magma, si vous prenez la Terre comme ça, supposez que là-dessous, vous avez des courants, qu'est-ce que je vais dire? On imagine que ça, c'est la Terre vue d'en haut. Vous avez le nord géographique ici. Imaginez que vous avez des courants qui font comme ça. Alors, je sais pas, voilà, j'ai peut-être pas tout... Ouais, ça va, ok? J'ai des courants qui sont comme ça. Vous voyez que ici, sous la surface de la Terre, vous avez des courants qui vont l'un contre l'autre. Et donc là, vous allez avoir les plaques continentales qui vont se marcher dessus, qui vont monter l'une sur l'autre. Okay? C'est ce qui se passe, en Californie, sauf erreur. Et puis ici, vous avez des régions, vous voyez les mouvements, ils vont vers l'extérieur. Donc les plaques continentales, elles tendent à se séparer. Ça, c'est ce qui s'est passé entre l'Europe et l'Amérique il y a très longtemps. À une époque, c'était un seul et même continent. Et puis, l'Europe a dérivé d'un côté,
l'Amérique a dérivé de l'autre et ça a créé l'océan Atlantique entre les deux. Et au milieu de l'océan Atlantique, vous avez encore une faille qui continue à s'ouvrir et puis en fonction des mouvements qu'il y a dessous. Okay, donc, et ça, entre parenthèses, c'est pas bien connu, hein, parce qu'on a exploré l'univers jusqu'à des distances considérables, mais l'intérieur de la Terre, on l'a pas exploré beaucoup. En particulier, on n'a jamais fait de trous profonds. Les trous les plus profonds qui existent, ils font de l'ordre de 50 km de profondeur, donc ils arrivent uniquement dans l'écorce. Okay, mais si on voulait aller trop bas, plus bas, bah d'abord il ferait extrêmement chaud, et puis vous pouvez faire un trou facilement dans quelque chose qui est solide, donc dans l'écorce, mais dès que vous arrivez dans le magma, vous ne pouvez plus faire un trou. Si vous faites un trou, c'est mou, le trou se referme. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y a des mouvements au centre de la Terre, que ça correspond à des courants électriques, et donc des courants électriques engendrent ce champ magnétique terrestre qui nous protège des rayons cosmiques, et puis qui nous permet de nous orienter, parce que c'est aussi ce champ magnétique qui va diriger l'aiguille d'une boussole. Question jusque-là? Vous palpitez? Ça vous intéresse? Allumez un peu vos micros, s'il vous plaît. Allez, allumez vos micros! Ah là là! Vous êtes combien en ligne avec les micros éteints? Hein? Vous êtes combien? Vous êtes... Ah, il y a du monde qui est arrivé. Ah, il y a Ravinson. Bonjour Ravinson. Il y a Ravinson qui a son micro ouvert. Il y a Camille, Anna, Agnès, Théo. Ok. Bon, alors au moins Ravinson, tu gardes ton micro ouvert. Ok? Bien. Alors, on revient à notre histoire. Enfin, j'ai pas changé de mode de présentation. Donc ça va. On revient au cours. Et là, vous avez un certain nombre de précisions historiques. Alors, la première expérience qui a démontré l'existence d'un champ magnétique créé par un courant, c'est l'expérience d'Ørsted. On va, en 1819, on va voir ça dans une seconde. Et puis, après l'expérience d'Ørsted, quand on a mis en évidence le champ magnétique, il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites. Et notamment, en 1864, il y a un grand nom de la physique qui est associé aux équations de l'électromagnétisme, c'est James Maxwell. Maxwell a donné une formulation complète du champ électrique et du champ magnétique, autrement dit de l'électromagnétisme, avec ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, vous les étudierez pas au collège, parce que ça ne fait pas partie du programme d'EDF. Les équations de Maxwell, c'est ce qu'on fait en 4e année OS avec les physiciens. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble les équations de Maxwell. Ok, tac. Vous voyez maintenant mon browser? Oui, c'est bon? Oui. Équation de Maxwell. Je vais dans les images. Les équations de Maxwell, c'est ça, elles ont même été gravées dans une plaque en bronze qui est je ne sais plus où pour commémorer la chose. Vous voyez ces équations, B c'est le champ magnétique et D c'est lié au champ électrique. Ben, le champ électrique il est là, vous l'avez là. Okay, donc E et D c'est le champ électrique, B et H c'est le champ magnétique. Et vous voyez que les variations du champ électrique sont reliées aux variations du champ magnétique. Donc ça, c'est la variation dans l'espace du champ électrique qui est liée à la variation par rapport au temps du champ magnétique. Et puis ça, c'est la variation dans l'espace du champ électrique qui est liée à la variation dans le temps du champ magnétique. Donc, et ça, c'est la densité de charge. Donc, le champ magnétique et le champ électrique sont entièrement liés par cet ensemble de 4 équations qu'on appelle les équations de Maxwell. OK ? Que vous avez aussi ici, dans une formulation peut-être un peu plus simple, où vous avez uniquement le champ électrique et le champ magnétique B, et vous voyez que ces choses sont couplées. Alors, je ne vais pas faire avec vous l'interprétation de ces équations, c'était juste pour vous les montrer pour votre culture. Voilà, équation de Maxwell. Ok, on revient au cours pour parler de l'expérience d'Ørsted. Alors, Ørsted, il a fait quoi? En 1819, c'était il y a longtemps,
On ne connaissait pas grand-chose à l'époque, c'était encore la période de la machine à vapeur. Et Ørsted, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une boussole. Vous voyez, là, on a une boussole orientée dans le sens nord-sud. Donc, il a posé la boussole sur une table, sans l'influencer, sans mettre d'aimant à côté, etc. De manière que cette boussole s'oriente dans le sens du champ magnétique terrestre. Et puis, tout ça autour, il l'a préparé. C'est un fil de cuivre qui passe au-dessus de l'aiguille de la boussole. Et dans la deuxième phase de l'expérience, il a fermé l'interrupteur qui est là. Vous voyez que là, l'interrupteur est ouvert. Ici, il est fermé. Donc, il y a un courant qui s'établit dans le circuit. Là, il y a un potentiomètre. Là, il y a un ampèremètre. C'est un ancien ampèremètre avec une aiguille. C'est très joli. Là, vous avez un interrupteur. Là, vous avez une batterie, un générateur. Et puis là, vous avez votre fil qui passe. Et qu'est-ce qu'il a constaté, Ørsted, quand il faisait passer un courant électrique dans ce fil? Il a constaté que l'aiguille de la boussole, elle tournait. Si l'aiguille de la boussole tourne, ça veut dire qu'il n'y a plus que le champ magnétique de la Terre qui agit, mais ça veut dire qu'il y a une composante de champ magnétique qui est due à ce courant là-haut, qui influence la position de l'aiguille. Et à partir de cette découverte, eh bien, on s'est mis à chercher qu'est-ce que c'est que ce fameux champ magnétique. D'accord? Je vais vous montrer maintenant une vidéo sur l'expérience d'Ørsted. Alors, je l'ai préparée là. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran correctement? Oui. Oui, ok. Donc, je vais le mettre en grand et puis je lance la vidéo. J'espère que vous allez entendre le son. Si vous ne l'entendez pas, vous me dites. Plaçons une aiguille aimantée sur un axe qui lui permet de pivoter pratiquement sans frottement. Elle s'oriente suivant la direction du champ magnétique terrestre. Là, vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Ok, donc on prend une boussole. Alors une boussole, c'est souvent c'est dans une boîte, mais là on a une boussole très simple avec juste une aiguille aimantée. Évidemment, il faut que l'aiguille soit aimantée pour que la boussole marche. Avec une aiguille qui n'est pas aimantée, vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas. Ok? Ça, c'est l'aiguille qui indique le nord de la boussole, qui indique le nord. Et puis ça, c'est l'aiguille qui indique le sud. Et donc, la boussole, elle va s'orienter dans la direction nord-sud. C'est-à-dire que le nord, le pôle nord de la boussole, va aller en direction du nord géographique, le pôle nord, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un pôle sud magnétique. Donc, comme c'est un pôle sud magnétique, il attire le pôle nord de la boussole. Et puis là, on n'a pas établi de courant encore. On a un fil qui est placé au-dessus de la boussole. On a préparé ici les fils qui font contact avec une batterie, d'accord? Mais on n'a pas branché le fil, donc il n'y a pas de courant. Et ce qu'il va faire dans la suite de la vidéo, je vais vous laisser regarder puis j'arrêterai après, c'est qu'il va brancher ce connecteur-là à la batterie. Donc il va s'établir un courant dans le fil, un courant assez important parce qu'il n'y a pas de résistance. Okay, le fil, il est pratiquement sans résistance. Ces fils-là aussi, ils n'ont pas de résistance. Donc on aura un courant quand même correct de plusieurs ampères ou dizaines d'ampères. Je ne sais pas exactement, il faudrait calculer. Mais bon, vous avez une batterie de 4,5 volts et puis vous avez une résistance de la ligne qui est peut-être de 0,1 ohm. Donc si ça se trouve, ça vous fait 45 ampères, quoi. Et donc ce courant va créer un champ magnétique et va dévier l'aiguille de la boussole. Alors je vous laisse regarder la vidéo, puis j'interromps dans un moment. Approchons parallèlement à l'aiguille un fil de cuivre conducteur. Si nous relions les deux extrémités du fil à un générateur, ici une pile de 4,5 volts, nous constatons que l'aiguille pivote sur son axe pour prendre, après quelques oscillations, la direction du champ résultant de l'addition vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ créé par le courant traversant le fil de cuivre. Voilà, je m'arrête là. Donc vous avez vu, il a établi un courant dans le fil. Ce courant a eu pour effet
de déplacer l'aiguille de la boussole. L'aiguille de la boussole, elle s'aligne maintenant sur le champ magnétique résultant. Et le champ magnétique résultant, c'est donc le champ magnétique de la Terre qui est toujours dans cette direction-là, plus une composante qui est nécessairement une composante transversale, qui est nécessairement perpendiculaire au fil, puisque la boussole, elle part, elle s'éloigne du fil. Okay? Donc le champ magnétique résultant, ce sera la somme vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ magnétique du fil. Et puis là, on est dans un triangle même rectangle, et donc dans le triangle rectangle, on peut faire de la trigonométrie, et puis on peut calculer le champ magnétique dû au fil en fonction du champ magnétique dû à la Terre et de l'angle qui existe, de l'angle de déviation de la boussole. Okay? Je vous laisse regarder la suite. Ce champ magnétique créé est orthogonal au fil de cuivre. Si nous ouvrons le circuit, l'aiguille revient à sa position initiale après quelques oscillations. Enroulons autour d'une boussole de voyageur quelques spires de fil électrique isolés. Ça, c'est une autre expérience dans laquelle, au lieu de mettre un fil, vous allez mettre un bobinage de fil autour d'une boussole. Alors, en faisant un bobinage, vous allez augmenter l'effet du fil, parce que le courant qui va dans un sens, il a un effet, et le courant qui va dans le sens contraire, derrière la boussole, il a le même effet. Hein, il donne la même force parce que le courant va dans l'autre sens. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, en enroulant un fil autour d'une boussole, on va avoir un effet normalement encore plus important. Vous voyez que la boussole ici est orientée dans le sens du champ magnétique terrestre, avec le nord de la boussole ici, le sud là. Et on va regarder maintenant ce qui se passe quand on fait passer un courant. Et relions à une pile électrique les deux extrémités de la bobine ainsi constituées. Nous constatons que l'aiguille de la boussole s'oriente instantanément suivant l'axe de la bobine. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ce contact-là a été établi. Ça, c'est la pile, ça se voit pas très bien. Hein. Vous voyez ce truc-là, c'est une pile 4,5 V qui est bien agrandie quand même. Et puis, vous avez ici le fil qui est connecté à une des bornes de la pile. Le fil, il tourne 3 ou 4 fois autour de la boussole. Il revient là. Et ici, on l'a connecté, un peu à la mode cow-boy, on l'a connecté à l'autre pôle de la batterie. Donc, il y a un courant qui circule. Et quand il y a un courant qui circule, même effet observé. L'aiguille de la boussole est déviée. Donc, ces boucles de courant-là ont créé un champ magnétique. Avec son axe sud-nord, parallèle aux lignes de champ magnétique et de même sens. En effet, le passage du courant dans la bobine crée un champ magnétique dirigé suivant l'axe de la bobine. Ce qu'il vient de dire, c'est que en effet, une bobine qui transporte un courant, elle va donner lieu en son centre à un champ magnétique. Et donc ça, c'est exactement la situation qu'on a là. On a un bobinage autour de la boussole. On a donc un champ magnétique qui va aller dans cette direction, vers le bas, et puis donc qui va dévier l'aiguille de la boussole et qui va la faire coïncider avec la direction du champ magnétique résultant. Et nettement plus grand que le champ magnétique terrestre, et qui cesse dès que s'interrompt le passage du courant dans la bobine. Voilà. Alors on remercie chaleureusement l'Université de Lille qui a fait une jolie vidéo. Et puis on va revenir à nos moutons ici. Donc on revient à ça, ok. Là vous avez la description de ce qu'on a fait. Je ne vais pas vous le raconter. Et puis, il y a l'explication de l'expérience. Eh bien, l'explication de l'expérience... Ah, je suis désolé, il y a ça qui traîne là, qui ne devrait pas y être. L'explication de l'expérience, elle tient dans le fait que le champ résultant, c'est le champ
de la Terre plus le champ de la bobine, I c'est le courant, c'est le champ du courant, ok, et donc vous pouvez faire de la trigonométrie, vous pouvez dire que le champ de la bobine, le champ du courant divisé par le champ de la Terre, c'est la tangente de l'angle de déviation, donc si vous connaissez la valeur du champ magnétique terrestre, vous pouvez calculer le champ magnétique généré par la bobine, c'est simplement le champ magnétique terrestre, fois la tangente de l'angle de déviation. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, c'est juste pour vous montrer cette expérience historique. Maintenant, vous avez des questions jusque-là? Allez-y, hein, exprimez-vous. Allô, allô? Allez, posez-moi une question, même si elle est bête. Non? Vous voulez pas? Non, il n'y a pas de question. Non. Bon. Alors, maintenant, ça j'aimerais vous dire, les choses qui viennent, c'est important. C'est général, mais c'est important. Ok? Aussi pour comprendre la différence entre le champ magnétique et les autres. On a vu un certain nombre de champs cette année et les années précédentes. Ok? Vous avez vu le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel, à quoi il ressemble? Vous avez une masse quelque part, et puis le champ gravitationnel, ça va être un champ radial convergent. Ok? Parce que toutes les masses qui se trouvent à proximité, si vous mettez une masse test à proximité, elle sera attirée vers cette masse qui crée le champ. Ok. Autre type de champ qu'on a vu, c'est le champ électrique. Là, c'est la même histoire. Vous avez une charge électrique Q. Supposons que cette charge électrique soit positive, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez avoir un champ électrique radial divergent. Je vous rappelle que les charges test sont positives. Donc, si vous déposez une charge test à proximité de la charge qui crée le champ, cette charge test va ressentir une force répulsive. Et donc, vous aurez un champ radial répulsif. Alors vous me direz, ouais, super. Alors le champ magnétique, c'est peut-être la même chose. Hein? Peut-être qu'on a quelque part une charge magnétique, et puis qu'on a autour de cette charge magnétique un champ qui est convergent ou divergent. Eh bien, pas du tout. Oubliez ça, ça n'existe pas. Le champ magnétique est d'une nature différente, dans le sens qu'il n'y a pas de source de champ magnétique. Il n'y a pas de charge de champ magnétique. Okay? Une charge de champ magnétique, ce serait quoi? Une charge, ce serait par exemple un pôle nord d'une boussole, un pôle nord, pardon, d'un aimant isolé, ou un pôle sud d'un aimant isolé. Il se trouve que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous avez un pôle nord et un pôle sud, ils se trouvent nécessairement aux extrémités opposées d'un aimant. Et puis si vous prenez cet aimant, vous le cassez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le répète, si vous cassez un aimant, vous allez obtenir deux morceaux, chacun avec un pôle nord et un pôle sud. Donc vous aurez toujours des dipôles magnétiques, ça c'est un dipôle, ça, nord-sud, c'est l'équivalent de plus, moins en électricité, et on avait vu que le champ d'une configuration avec une charge positive et une charge négative, c'est ce qu'on appelle un champ de dipôle. Alors ça, il faut peut-être quand même que je l'écrive proprement. Ok. Laissez-moi prendre une couleur qui se voit. On a un champ de dipôle, c'est-à-dire avec deux pôles, avec un pôle plus, un pôle moins. Dans le cas électrique, pour ça, on prend une charge positive, une charge négative. Et puis vous vous souvenez peut-être de ces dessins qu'on faisait à l'époque du champ magnétique. Okay. Du champ électrique, pardon, on faisait des dessins comme ça. Et puis le champ électrique, il va du plus vers le moins. Donc on avait notre champ de dipôle qui avait cette tête-là. Ça, c'est un champ de dipôle électrique. Ok? Eh bien, le champ du dipôle magnétique, il est semblable. Ça existe, le dipôle magnétique, parce que si vous prenez un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, eh bien là, vous allez avoir vos lignes de champ magnétique qui vont faire quelque chose comme ça. Ok?
Voilà. Et puis, tac, 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 tac. Et vous avez un champ, je ne mets pas la direction parce que ça complique, vous avez un champ de dipôle qui ressemble parfaitement à un champ de dipôle électrique. Mais le champ de... ça, c'est un dipôle magnétique. Ok? Mais le champ de monopôle, c'est-à-dire le champ où vous avez une seule charge, qu'elle soit plus ou qu'elle soit moins, ce champ-là, il existe pour le champ électrique, mais il n'existe pas pour le champ magnétique parce qu'on n'a pas trouvé le fameusissime monopôle magnétique. Ça, c'est un sujet de recherche. Si un jour, quelqu'un met en évidence le monopôle magnétique, ce sera une immense surprise. Ce sera peut-être, on va peut-être trouver des monopoles magnétiques au CERN, comme des particules de très grande masse, etc. Puis la raison pour laquelle on n'a jamais vu ces particules, c'est parce que la masse est très grande, donc elles sont difficiles à produire. Peut-être qu'un jour, on trouvera le monopôle magnétique, et je peux vous assurer que si c'est le cas, ça vaudra un prix Nobel à la personne qui l'a trouvé. Parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental en électromagnétisme que pour l'instant on n'a pas. Hein. D'ailleurs, dans les équations de Maxwell, vous n'avez pas de charge magnétique, vous avez que des courants, alors que vous avez des charges électriques dans les équations de Maxwell et des densités de charge, etc. Bref, revenons à nos moutons. Ok, donc ça, tout ça, c'est ce que je vous ai dit maintenant. Le monopôle magnétique, ce serait une charge magnétique avec un signe bien défini nord ou sud. On ne l'a pas trouvé. Mais alors, le champ magnétique, il est créé par quoi? Eh bien, le champ magnétique, il est créé par un courant. Hein? Donc, un courant, c'est un déplacement de charge. Un courant, c'est un déplacement de charge électrique. Et quand vous avez des charges électriques qui se déplacent, ça produit un champ magnétique. D'accord? Ça va jusque-là? Allô, allô? Vous êtes toujours là? Théo est resté, il y a plus de 10 minutes. Ok, maintenant, analysons les forces qui s'exercent. Okay, donc là, et la force qui s'exerce sur un courant qui passe dans un champ magnétique. Donc les courants produisent des champs magnétiques, mais de manière équivalente, les champs magnétiques influencent les courants. Et si vous faites passer un courant dans un champ magnétique, eh bien vous allez ressentir une force. Okay, regardez bien ce dessin, qu'est-ce que j'ai? J'ai un aimant en forme de U. D'accord? Dans cet aimant, j'ai un champ magnétique. Alors, on ne voit pas très bien le dessin. Les flèches, elles sont dirigées vers le bas. Okay. Ici, on a un champ magnétique qui va d'un pôle à l'autre de cet aimant. Okay. L'aimant en U, c'est sympa parce que ça vous permet d'avoir le pôle nord et le pôle sud qui sont généralement aux extrémités de l'aimant. Ça vous permet de les avoir une au-dessus de l'autre. Okay. Et donc, le champ magnétique qui va du sud au nord, ou du nord au sud, je ne sais plus, ce champ magnétique-là, il va être vertical. Dans ce champ magnétique vertical, vous faites passer un courant horizontalement. Hein. Donc le champ magnétique, il est dirigé vers le bas, et puis le courant, il est dirigé comme ça. Vous voyez mes crayons sur la feuille? Il faut vraiment les 3 dimensions là pour comprendre. Le champ magnétique est vers le bas, le courant est vers la droite, et si je fais ça, j'observe l'apparition d'une force qui va vers l'avant. Okay? Donc ce qui est très particulier dans les forces magnétiques, c'est que la force, elle est perpendiculaire au courant qui la crée, qui passe dans cette direction, et au champ magnétique qui agit sur ce courant. D'accord? C'est un peu plus compliqué, les forces magnétiques, c'est plus compliqué que les forces électriques. Okay? Et il faut bien savoir dans quel plan se trouve le champ magnétique, dans quel plan se trouve le courant, et ensuite, dans une direction qui est perpendiculaire à ces deux directions, du champ magnétique et du courant, on trouve la force. Okay? La force,
comment est-ce qu'on la calcule? Eh bien, la force, on la calcule par cette formule-là, qui donne la force de la place. Et l'alpha, c'est l'angle entre le courant et le champ magnétique. Okay? Alpha, c'est l'angle entre le courant, la direction du courant, et le champ magnétique. Alors, si, comme dans ce cas-là, le courant et le champ magnétique sont à angle droit, c'est le cas, eh bien le sinus de 90 c'est 1, et donc votre formule ici, elle se réduit à ILB, c'est-à-dire au produit du courant fois la longueur du fil sur lequel passe votre courant, ça c'est la valeur du courant en ampères, la longueur c'est en mètres, et puis le champ magnétique en Tesla. Vous avez entendu le mot Tesla, je ne suis pas en train de parler de voiture. Il se trouve que Tesla, Nikola Tesla, a été un grandissime scientifique qui a été un peu ignoré, qui a été un peu arnaqué aussi par des gens comme Edison qui se sont appropriés des découvertes qui en fait ont été faites par Tesla. Tesla, 1856 à 1943, c'est vraiment quelqu'un qui est considéré comme un génie. C'est quelqu'un qui est considéré comme le gars qui a compris des tas de choses que peut-être certaines personnes aujourd'hui n'ont pas compris. Il a fait des trucs Tesla. Enfin, moi, je me suis jamais intéressé de près aux travaux de Tesla. Mais il a apparemment fait des choses extraordinaires qui ne sont pas utilisées, qui ont été oubliées, etc. Donc, c'est pas pour rien que Tesla a été utilisé comme une marque de voiture électrique, c'est parce que les découvertes de Tesla et tous ces trucs que je vous raconte, c'est à l'origine du moteur électrique. C'est comme ça que fonctionne un moteur électrique. Okay? Je ne sais pas si ça vous semble évident, mais quand vous avez un champ magnétique avec un courant qui passe dedans, eh bien c'est exactement la situation qu'on a dans un moteur électrique. On a un aimant permanent autour, et puis à l'intérieur, on fait passer des courants de telle manière que ça génère des forces qui font tourner le moteur. Alors, quelle est la règle qui vous permet de déterminer le sens de la force? C'est la règle de la main droite. La règle de la main droite, elle vous dit quoi? Vous prenez votre main droite. J'ai bien dit votre main droite, ok? Parce que le truc classique, c'est que le gars, il est en train d'écrire, et puis alors il fait le truc avec sa main gauche. Ben non, la main gauche, c'est faux, parce que la main gauche, elle est à l'envers par rapport à la main droite. C'est la main droite qui marche. Si maintenant, vous mettez votre main droite dans cette configuration, vous avez le courant qui va dans la direction... attendez, que je fasse pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises. Il faut que je me mette comme ça. Ok? Si j'ai le courant qui va dans la direction de mon index et le champ magnétique qui va dans la direction de mon majeur, eh bien la force ira dans la direction de mon pouce. Ok? C'est à mourir de rire d'ailleurs quand on fait des semestriels sur ce genre de sujet ou des épreuves, parce qu'on voit les élèves dans la classe qui sont en train de faire toutes sortes de gestes amusants avec les mains. Ok? Alors, on a dit force, courant, champ magnétique. Revenons à l'illustration précédente. Ok, je suppose que ce système est à plat. Le champ magnétique, il est vers le bas. J'ai dit que le champ magnétique, c'était mon majeur, donc je le mets vers le bas. Maintenant, le courant, il passe là. Il est dans quel sens ce courant? Il est comme ça. Il y a une petite flèche ici qui vous indique le sens du courant. Donc j'ai mon champ magnétique vers le bas, hein, avec mon doigt qui dépasse en bas. J'ai le courant qui est horizontal. Eh bien la force, elle est où? Elle est vers moi. Elle est vers l'avant. Ça correspond bien à la force qu'on a là. D'accord? Ok? Ça, c'est le principe du haut-parleur aussi. Hein? C'est comme ça que marche un haut-parleur. Dans un haut-parleur, c'est quoi la situation dans un haut-parleur? Eh bien, dans un haut-parleur, vous avez un aimant. Il faut que j'essaye de vous dessiner ça en perspective. Vous avez un aimant avec un cœur comme ça, et autour du cœur, vous avez
l'aimant lui-même. Ok? Et là, entre les deux, vous avez une cavité. Donc, dans cette cavité, vous avez un champ magnétique qui est horizontal. Alors, je ne sais plus maintenant dans quel sens c'est le champ magnétique, ça dépend des pôles que vous mettez. Mais vous avez un champ magnétique horizontal. Dans ce champ magnétique horizontal, vous faites passer un courant, vous avez un bobinage qui passe là autour et qui revient en arrière. Et ça, ce bobinage-là, il est relié à votre ampli. Ça, c'est la sortie de votre ampli, le bobinage est là. Quand vous avez un fil, quand vous avez un courant qui passe dans un sens, vous aurez par exemple une force vers le haut. Quand vous avez le courant qui passe dans l'autre sens, la force sera vers le bas. Hein, parce que si vous changez le sens du courant, eh bien, vous changez le sens de la force. Et donc, quand vous avez un signal audio qui fait par exemple ça, ok, quand le signal est positif, ça veut dire que le courant va dans un sens. Quand le signal est négatif, ça veut dire que le courant va dans l'autre sens. Donc la bobine qui est attachée à la membrane du haut-parleur qui est là, la bobine va ressentir des forces vers le haut et vers le bas. Elle va monter et descendre et elle va faire vibrer la membrane du haut-parleur à la même fréquence que le signal électrique qui lui est envoyé. D'accord ? Vous êtes complètement paumé ou ça va? Bon, ok. Ok. Revenons un peu sur Terre. On va maintenant faire que quelques petits essais de détermination du sens de la force. Alors, pour déterminer le sens de la force, on va se donner des conventions. Parce que quand on a besoin des trois directions, vous voyez que la force ici, elle est perpendiculaire au courant, enfin à l'élément de courant et au champ magnétique. Quand vous avez besoin des trois directions, il faut trouver une manière de désigner les vecteurs qui sont verticaux. Alors on utilise ces symboles-là. Ça, c'est un vecteur qui sort de la feuille. Ça, c'est un vecteur qui monte comme ça. Et effectivement, imaginez une flèche. Si la flèche monte vers vous, en plus ça marche très bien là avec la caméra pour monter. Si vous avez la flèche qui monte vers vous, vous voyez la pointe de la flèche. Donc ça représente une pointe. D'accord? Si j'ai une flèche comme ça, voilà. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est ce que vous voyez de derrière la flèche, c'est en fait l'empennage de la flèche. Donc si vous mettez un vecteur comme ça veut dire qu'il descend à travers la table. Ça veut dire qu'il est dirigé vers le bas. D'accord? Cool. Alors maintenant, je vais vous donner une première situation où on a un élément de fil qui comporte un courant I, et puis on a un champ magnétique qui est dans cette direction. Dans quelle direction sera la force? Vous arrivez à me dire ça? Alors on s'amuse un peu avec la main, hein? On aligne l'index, il faut que je me lève parce que sinon je vais me tordre le bras. On met l'index dans la direction du courant. On met le majeur dans la direction du champ magnétique, donc je m'étais raté, je dois le mettre comme ça. Okay? Et si je suis comme ça, mon pouce il est dirigé vers le bas. Donc là, j'ai une force, F, qui va descendre dans la feuille. Comprendoche? Ouais. Enfin, ouais. Bon. Faisons un autre exemple. Si j'ai mon élément de courant qui va dans ce sens et que j'ai un champ magnétique qui va vers le haut, ce sera peut-être un peu plus facile à voir sur la caméra. Ok. Mon courant est dans la direction de mon index, le champ magnétique dans la direction de mon majeur qui est à angle droit avec mon index. Et vous voyez bien que mon pouce est dirigé vers le haut. Ok. Et donc ici, j'ai une force qui cette fois est dirigée vers le haut. D'accord? Donc je la dessine comme la pointe d'une flèche qui sort de la feuille. Ok? Maintenant j'ai une question à 3 francs à vous poser.
qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe là? Quand le courant et le champ magnétique sont collinaires, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne connaissez pas le produit vectoriel. Vous n'avez pas vu ça en maths ou quoi, j'imagine. Non, vous ne connaissez pas le produit vectoriel. Le produit vectoriel, il est maximum quand l'angle entre les deux vecteurs est de 90 degrés. C'est pour ça que dans la formule ici, on a un sinus de l'angle. Ok? Mais maintenant, si l'angle entre L et B, cet angle alpha vaut 0, ce qui est le cas ici, l'angle alpha, il vaut 0, ok? Donc, le sinus de alpha, le sinus de 0, c'est 0, et donc, ici, la force est égale à 0. Quand le courant va dans le même sens que le champ magnétique, il n'y a pas de force. Il faut vraiment que le courant soit perpendiculaire au champ magnétique, ou disons pas complètement parallèle, pour qu'il y ait une force qui apparaisse. Ok? Voilà. Mais Oui, dis-moi. là, il n'y a pas de force. Hein? Dans ce cas-là, il n'y a pas de force. Dans ce cas-là, la force, c'est ILB fois sinus alpha. Comme l'angle alpha vaut 0, le sinus alpha vaut 0 et tout vaut 0. Il n'y a aucune force quand le champ magnétique est collinaire au courant. D'accord? Alors après, ça s'applique à toutes sortes de choses. Ça s'applique aux accélérateurs du CERN. C'est comme ça que fonctionnent les accélérateurs au CERN. Ok? Parce que pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'au CERN, vous avez quoi? Vous avez des particules qui tournent dans des accélérateurs qui ont des rayons très importants. Okay? Et puis, ces particules, il faut les faire tourner, elles ne tournent pas toutes seules. Hein? Mais comme le rayon est très important, on ne peut pas créer un champ magnétique uniforme partout. Donc, sur le parcours des accélérateurs du CERN, il y a une succession de cavités. Il y a certaines cavités qui sont des cavités accélératrices et d'autres cavités qui sont des cavités déflectrices. Donc une cavité accélératrice, c'est une cavité qui va accélérer les particules, on est bien d'accord. Et puis une cavité déflectrice, ça va être une cavité qui change la direction. Okay? Alors comment est-ce qu'on change pour garder le faisceau sur un cercle? Alors comment est-ce qu'on change la direction d'un faisceau au CERN? Eh bien, on prend une cavité déflectrice, admettons que les cavités rondes soient les cavités déflectrices, il y en a bien sûr beaucoup plus que ça. Dans cette cavité ronde, vous avez quoi? Vous avez des particules chargées qui circulent. Des particules chargées qui circulent, c'est équivalent à un courant. Okay? Supposons donc qu'on a un courant qui va dans cette direction. Ok? Et vous voulez une force vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire tourner une particule sur une trajectoire circulaire, il faut que vous ayez une force vers l'intérieur. Un peu comme quand vous faites tourner une masse au bout d'un fil, la masse elle tourne parce qu'avec le fil, vous lui imprimez une force vers l'intérieur. Ok? Donc de manière générale, pour les mouvements circulaires, il faut une force vers l'intérieur. Alors, dans quel sens doit être le champ magnétique? Sachant que le courant ici va vers la droite et que la force, on la veut vers l'intérieur. Vous êtes capable de me dire ça? Dans quel sens doit être le champ magnétique? Alors, c'est pas compliqué. Le champ magnétique, il doit être perpendiculaire à la fois au courant et à la force. Donc, le champ magnétique, il est soit vers le haut, soit vers le bas. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas? Essayez. Alors, je sais pas. La force... Attends, parce que je suis en train de me tordre le bras. La force, elle est donnée par le pouce. Le courant, il est donné par l'index, donc je dois me tourner comme ça. Ça veut dire que le champ magnétique, effectivement, j'ai mon majeur. Le champ magnétique doit être dirigé vers le bas, dans ces cavités-là. D'accord?
Donc là, on aura un champ magnétique qui sera dirigé vers le bas. Et puis en fonction de l'intensité du champ magnétique et puis de la durée du passage dans cette cavité-là, eh bien on aura une petite déviation d'un certain angle. Et puis chaque cavité va dévier le faisceau de manière qu'il reste toujours sur un cercle de rayon constant. D'accord ? Et puis les autres cavités, les cavités accélératrices, elles sont comment les cavités accélératrices? Les cavités accélératrices, c'est des condensateurs. Hein, c'est des plaques mises à des potentiels électriques différents, et quand vous avez une particule qui passe, par exemple si c'est une particule chargée, eh bien vous allez avoir là-dedans un champ électrique tel que cette particule chargée ressent une force vers l'avant, et donc ça l'accélère. C'est comme ça qu'on accélère les particules à l'intérieur de l'accélérateur, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la vitesse qu'on veut, qui est proche de la vitesse de la lumière. Okay. Et puis après, on organise des collisions. Ce qu'il y a de magnifique avec ce système, c'est que vous pouvez faire tourner des particules d'une sorte dans un sens, des particules positives dans un sens, et d'autres particules négatives dans l'autre sens. Alors c'est génial, parce que comme ça, elles se rencontrent automatiquement dans les sites expérimentaux, c'est-à-dire que vous faites des paquets de particules, il y a des paquets qui tournent dans ce sens qui, disons, sont positifs, et puis, là, des paquets qui tournent dans l'autre sens qui sont négatifs. Hein. Et puis, dans un champ électrique, les particules négatives sont accélérées dans un sens, des particules positives dans l'autre, donc ça accélère les deux. Et puis, dans les cavités ici, avoir des particules positives ou négatives, ça correspond à changer le sens du courant. Et donc les particules positives qui tournent dans un sens et les particules négatives qui tournent dans l'autre, elles sont les deux déviées par une force vers l'intérieur parce que le sens du courant change. Et donc on peut accélérer les deux types de particules en même temps. Donc c'est magique, c'est absolument magique. Voilà. Ok. On fait un ou deux exercices pour s'amuser. Ils sont très simples, les premiers exercices. C'est des exercices de rappel. Le pôle nord terrestre est-il un pôle nord magnétique ou un pôle sud magnétique? On l'a dit, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez ou pas? C'est un pôle sud magnétique. Voilà, le pôle nord géographique et le pôle sud géographique correspondent à des pôles sud magnétiques et le pôle sud géographique correspond à un nord magnétique, de manière que si on met une boussole ici, l'aiguille nord de la boussole se dirige vers le sud magnétique et l'aiguille sud de la boussole se dirige vers le nord magnétique. Ok ? Et puis, ce qu'il faut savoir, qui est relativement embêtant, c'est enquiquinant surtout dans l'aviation, c'est que le pôle nord magnétique, il bouge. Ben oui, parce que le pôle nord magnétique, sa position, elle est déterminée par ces courants de matière qui existent à l'intérieur de la Terre. Et ces courants de matière, ils sont un peu chaotiques. Ce n'est pas des courants tranquilles qui ont toujours la même forme et la même intensité. Donc le pôle nord magnétique bouge, ça veut dire que quand vous utilisez une boussole, vous devez, en tout cas si vous êtes près du pôle, corriger la position, parce que le pôle sud magnétique ne vous indique pas le pôle nord géographique. Il y a une différence de 11 degrés, je crois. Mais cette différence, elle change avec le temps. Donc j'ai des amis qui sont contrôleurs aériens et qui se plaignent parce que le nom des pistes change. Ok ? Le nom des pistes, c'est quoi? Quand vous avez une piste sur un aéroport, la piste, elle est déterminée par son orientation. Okay? Donc, ici, vous avez 0 degré, c'est au nord. Ici, vous avez 90 degrés. Ici, vous avez 180 degrés au sud et 270 degrés à l'ouest. Hein? Alors, cette piste-là, on va dire que c'est une 45, parce qu'elle est à 45 degrés. Ok? Cette piste-là, c'est une 250.
Okay, donc si on dit à un avion tu atterris sur la 45, il va atterrir comme ça. Si on dit à un avion tu atterris sur la 250, il va atterrir comme ça. Hein, donc les pistes sont nommées par leur orientation. Mais évidemment, les noms des pistes changent parce que la position du nord magnétique, elle change avec le temps. Donc en quelques dizaines d'années, on voit les noms des pistes changer parce que le nord magnétique a changé de position. Bref. Question? Ok, deuxième exercice, il est très très bête. J'ai même passé un peu là-dessus. Le champ magnétique, c'est comme le champ électrique, c'est un vecteur et ça s'additionne. Okay, donc si vous avez deux champs magnétiques B1, B2, comment est-ce que vous calculez le champ résultant? Eh bien, vous allez simplement faire la somme vectorielle des deux. Donc vous allez tracer votre parallélogramme, comme toujours. Ok, et le champ magnétique résultant, eh bien, il sera ici. C'est ce qu'on a vu dans l'expérience d'Ørsted. Il y avait le champ magnétique terrestre, il y avait le champ magnétique créé par la boussole. Eh bien, on a additionné vectoriellement ces deux champs pour avoir le champ résultant. Ici aussi, je ne vais pas y passer 3 jours. Le champ résultant, il va être là. Et puis ici, bah, vous faites la fameuse addition vectorielle entre le premier et le deuxième, et puis ensuite la somme du premier et du deuxième, vous additionnez au troisième, et donc vous avez un champ résultant qui est là. Ok. Maintenant, question là, si, donc là on vous parle de l'expérience d'Ørsted, si le conducteur est placé perpendiculairement à l'aiguille de la boussole, perpendiculairement, comment dévie cette aiguille lorsqu'on fait passer un courant dans le conducteur? Ah! Alors, dans l'expérience, excusez-moi, c'est pas l'expérience d'Ørsted, c'est une expérience d'Ørsted ratée. Hein. Dans l'expérience d'Ørsted, on a le fil et on met le fil parallèlement à l'aiguille de la boussole. Ok? Ici, on vous dit que si le conducteur est placé perpendiculairement à l'aiguille de la boussole, bah, vous avez l'aiguille de la boussole qui est là. Donnez-lui des couleurs si vous voulez. Ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud. Okay, et maintenant, vous faites passer votre fil perpendiculairement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une idée? Ici, on avait le courant I qui est dans une direction L. Okay, et puis, on avait le... ouais, mais c'est pas évident à expliquer, ça. Et puis, on a vu que le champ magnétique qui résultait de ce fil, c'était un champ magnétique transversal. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on a comme force sur l'aiguille de la boussole? Eh bien, on a une force... excusez-moi, je suis en train de dire des bêtises. Le champ magnétique, il n'est pas comme ça. Oui, il est comme ça. Je suis en train de dire des bêtises. Là, on a une force qui s'exerce. Bah, le truc, c'est que si vous mettez votre conducteur perpendiculairement à la boussole, vous n'aurez pas de déviation. Maintenant, l'interprétation en termes de vecteur, elle n'est pas évidente. Okay, retenez simplement le fait que si votre fil est perpendiculaire à la boussole ne sera pas perturbée. Hein? Et je vous propose, alors, est-ce que vous voulez le faire maintenant? Est-ce que vous voulez le faire pour la prochaine fois? On a maintenant un exercice calculatoire où on a une certaine valeur de courant, une certaine longueur de fil, une certaine intensité de champ magnétique, 0,02 Tesla. Quelle est l'intensité de la force subie par le fil dans les 3 cas suivants? Le fil est perpendiculaire au champ magnétique, le fil est parallèle au champ magnétique, le fil fait un angle de 30 degrés. On peut vite le faire. Hein? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La force magnétique
on a vu que c'était le courant fois la longueur, produit vectoriel avec le champ magnétique. Hein? Alors, là, j'ai pas pris le vecteur, j'ai pris la norme. Donc ça veut dire que je dois prendre la norme de cet objet-là qui est un vecteur. Le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Et on a vu que la norme de ça, c'est ILB sinus alpha, où alpha, c'est l'angle entre L et B. Ça, c'est la formule qu'on va utiliser. Alors, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on vous donne là? Vous savez que I est égal à 5 ampères. Vous savez que la longueur du fil, c'est 40 cm. Donc, on va mettre 0,4 m. Évidemment, plus le fil est long, plus il y aura d'effet sur le courant. C'est clair? OK? Et puis, vous avez le champ magnétique qui vaut 0,02 Tesla. OK? 0,02 Tesla, c'est pas mal comme champ magnétique. Les gros champs magnétiques qu'on a dans les IRM, par exemple, c'est 1,5, 2 Tesla. OK? Et ça, c'est des champs gigantesques. Alors, on a ces valeurs-là. Premièrement, KA, le fil est perpendiculaire au champ magnétique. Si le fil est perpendiculaire au champ magnétique, alpha, il vaut combien? Il y en a encore qui sont avec moi, vous êtes tous partis. Combien il vaut alpha si le fil est perpendiculaire au champ magnétique? Allô, allô? Ouh. 90 degrés. Hein? 90 degrés. OK. Alpha, c'est l'angle entre le fil et le champ magnétique. Si cet angle, si c'est perpendiculaire, l'angle est de 90 degrés. Ça veut dire que le sinus d'alpha, il va valoir combien? Il va valoir 1. Le sinus de 90, c'est 1. OK? Donc la force maintenant, c'est ILB. Alors j'ai qu'à multiplier. I, c'est 5 ampères. L, c'est 0,4. Et puis B, c'est 0,02. Alors 5 fois 0,4, ça fait 2. Fois 0,02, ça fait 0,04 newton. Voilà, vous avez votre force. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très grande. Le champ magnétique, il n'est pas gigantesque non plus. Le fil, il est court, etc. Mais ça vous donne une idée de la force. Okay. Question B. Le fil est parallèle au champ magnétique. Ah ah. Alors ça veut dire que alpha, il vaut combien si le fil est parallèle? Pas tous à la fois. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Parallèle, c'est 0. C'est 0, merci. Donc le sinus de alpha, bah, il vaut 0, parce que le sinus de 0, c'est 0. Okay? Donc la force qui est ILB sin alpha, cette force, elle vaudra 0 newton quand le fil est parallèle au champ magnétique. Et puis, question C, le fil fait un angle de 30 degrés avec le champ magnétique. Donc alpha, c'est 30 degrés. Le sinus de 30, je ne sais jamais si c'est une demi ou si c'est le cosinus de 30 qui est une demi, mais je crois que c'est le sinus de 30, non? 30 sinus, ça fait 0,5. Le sinus de 30, c'est 0,5. Et donc, la force, ce sera ILB fois le sinus de 30 qui est 0,5. Ça fait qu'on trouvera la moitié de ce qu'on a trouvé là, c'est-à-dire 0,02 newton. D'accord? Calcul simple pour un problème apparemment difficile. Bon, dans la réalité, les choses sont plus compliquées, mais vous voyez qu'on peut faire quand même des calculs simples avec ça. Voilà. Alors, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà pas mal abusé de votre patience et du fait que vous soyez venu en ligne, ce qui me fait plaisir. La prochaine fois, ce qu'on verra, c'est pas comment un courant génère une force quand il est dans un champ magnétique, mais la prochaine fois, on verra qu'est-ce qui se passe pour une charge électrique Q qui se déplace à vitesse V dans un champ magnétique. Et on verra qu'on a une loi équivalente à ILB. On verra que la force, elle est donnée
par QVB, où Q est la charge en mouvement, V est sa vitesse, et B est le champ magnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle la force de Lorentz. On verra ça la prochaine fois. Ok? Ça va? Ouais. Je vous ai pas trop embêté? Je pense que c'est quand même des choses, ça fait partie d'une culture générale, quoi, hein, de savoir ce que c'est qu'un champ magnétique. Donc retenez qu'un champ magnétique est créé par un courant, qu'il n'y a pas de charge magnétique, et puis que si vous avez un courant qui est dans un champ magnétique, il va ressentir une force. Ok? Ok. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous remercie d'être venus. Est-ce qu'il y en a plus qui sont arrivés que ceux qui étaient en ligne au début? Bon, de toute façon, les conseils sont faits, mais on ne sait jamais. Ouais, il y a toujours les mêmes. Ok, ça marche. Alors, je vais enregistrer, enfin j'ai enregistré la vidéo, je vais la mettre en ligne, et puis ceux qui n'étaient pas là, qui veulent regarder le cours, ben, welcome. Ok? Ça marche? Ok. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.